Laurent Roland, Tony Nikes, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour, amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, bientôt la rentrée des classes. Nous sommes à moins de 2 semaines. Et le Conseil national de l'éducation, justement, au travers de sa première assemblée consultative, a fait quelques recommandations. Laurent. Oui, le Conseil national de l'éducation se charge des questions liées à l'éducation. Et donc, le Conseil national de l'éducation est dans son rôle de faire des recommandations au système éducatif, aux acteurs du système éducatif, pour que nous puissions avoir une année scolaire bien accomplie pour avoir de bons résultats à la fin. Seulement que moi, je continue de dire que depuis qu'on a installé, en tout cas, on a commencé par, on a réformé le Conseil national de l'éducation et qu'on installe les membres, il y a beaucoup de problèmes dans le système éducatif. Et donc, il ne s'agira pas seulement au Conseil national de l'éducation de faire des recommandations, il s'agira maintenant au Conseil national de l'éducation de se pencher sur les véritables problèmes de l'éducation, que ce soit au primaire, au secondaire ou au supérieur. C'est très important. Parce que oui, c'est vrai que leur travail, c'est un travail intellectuel, de proposer, de revoir les programmes, les curricula de formation, un certain nombre de choses. Mais si nous avons de bons curricula de formation, si nous avons de bons programmes pour nos enfants et que nous n'avons pas un bon cadre dans lequel on peut dispenser le savoir, ça ne répond à rien. Ça veut dire que le résultat sera mitigé. Et donc, et si les acteurs du secteur ne sont pas bien pris en compte, ce n'est pas évident qu'on ait les bons résultats. Donc, au-delà des recommandations, je n'ai pas eu le temps de les remettre, au-delà des recommandations, je pense véritablement que le Conseil national de l'éducation doit pouvoir maintenant. C'est vrai qu'il y a une structure qui a été créée à la présidence également, qui se charge des constructions et autres, mais au fond, on ne sent pas. On ne sent pas pour autant. Donc, il va falloir que ce conseil se penche véritablement également sur les problèmes du système éducatif, notamment les infrastructures de qualité, notamment la motivation des enseignants. Il faut des propositions au gouvernement pour dire, bon voilà, à partir de cette année, on estime que oui, les AME, voilà les avantages qu'on peut leur désormais accorder, voir les APE, qu'est-ce qu'on peut leur accorder, les ACE, agents contractuels de l'État, qu'est-ce qu'on peut leur accorder comme avantage, de sorte à les motiver. J'ai pu lire hier que le premier de l'Atlantique au BPC 2024 est issu du CEG, oh là là, j'ai oublié, c'est un collège public. Okay. J'oublie le nom du sujet. Donc, il est issu d'un collège public. J'estime véritablement que, comme ça, si on peut avoir des premiers dans des collèges publics aujourd'hui, il faut davantage motiver le personnel enseignant. Je crois que quand c'est comme ça, parce qu'on a longtemps fait ce débat des écoles privées. Oui, mais si les écoles privées nous donnent de bons résultats, on enverra nos enfants là-bas, même si ça coûte cher. Et donc, même si ça coûte les yeux de la tête. Mais si le public ne commence pas à travailler, qu'on a de bons résultats et qu'on peut sortir les premiers de l'enseignement public au plan national, je crois que ça doit davantage motiver les parents à envoyer les enfants là-bas. Et ça va être aussi, de cette façon, il faut que les gouvernants aussi se penchent sur ces enseignants, leur donner le minimum qu'il faut pour être heureux, pour être davantage motivés. En parlant d'éducation, en tout cas, bon à savoir, le Chasseur Info informe ce matin que dans le cadre de l'entrée dans les universités publiques, les candidats ont planché pour l'UNSPD, l'ENSTIC et l'ENEAM et que les compositions pour l'INSPEI et l'INGEPS démarrent ce jour. Éducation toujours, Laurent Roland-Toniquès, avec eh bien, ce titre à retrouver dans les colonnes du quotidien d'Abaro. On y reviendra très certainement dans les prochains jours, mais allons-y quand même. Éducation en milieu scolaire, Laurent. Le rôle des parents pour de meilleurs résultats des apprenants, quel est-il selon vous? Le rôle des parents, c'est la veille permanente. C'est la veille permanente et c'est de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Quand vous savez que votre enfant a des faiblesses dans telle matière, il faut trouver la solution, prendre un répétiteur pour un appui à la maison. Il faut que les parents soient là. Malheureusement, à notre époque, on a constaté que beaucoup de parents ont démissionné parce que les parents, papa est au boulot, maman est au boulot, tout le monde est au boulot. Et puis parfois, c'est à 22h, 21h que maman finit rentre, 22h que papa rentre. Et donc, pendant ce temps, les enfants se sont déjà arrangés pour manger, aller se coucher. On n'a pas le temps de vérifier si les enfants ont étudié, ont fait leur révision, doivent réviser leur cours ou pas, ou s'ils ont fait des exercices ou pas. Et puis, c'est plus tard qu'on découvre que les enfants ne travaillent pas à l'école. Donc, j'estime qu'il y a la responsabilité des parents, la présence, la veille permanente. Il faut s'assurer que dès que vous rentrez,
le soir, faire en sorte que vous rentriez plus tôt, parce que beaucoup de parents, malheureusement, quand vous faites la ronde dans Calavi et Cotonou, vous voyez beaucoup de parents autour des bouteilles de bière, malheureusement. Et je me pose toujours la question de savoir, les enfants de ces parents-là sont où à l'heure là? Si les parents, tous les soirs pratiquement, et c'est devenu courant dans la société, vous voyez les parents au bord, à table, avec des bouteilles de bière, et c'est peut-être jusqu'à 23h00 parfois, rentrer fatigué, on se couche, et puis on ne suit pas les enfants parce qu'on a déjà payé la scolarité, on estime que l'enfant doit se battre. Non, parce que si l'enfant ne réussit pas, c'est l'image des parents. Et donc la responsabilité des parents, c'est très important, c'est d'avoir maintenu en tout cas la veille permanente, c'est de pouvoir essayer d'identifier les matières dans lesquelles les enfants ne répondent pas bien, ont des difficultés, trouver les répétiteurs ou soit avoir du temps pour les accompagner. Moi, j'estime que si vous savez que vous êtes bon en français et en anglais, pourquoi ne pas prendre 2 heures par semaine pour encadrer vos enfants? Si vous savez que vous êtes bon en mathématiques et que vous n'avez pas tout oublié, que de la 6e en 3e, vous avez encore les BR en tête, pourquoi ne pas trouver au moins 2 heures par semaine pour encadrer vos enfants? C'est très important. Si vous n'avez pas le temps, pourquoi ne pas trouver un répétiteur? Et là aussi, c'est un problème, parce que malheureusement, des répétiteurs sont à la maison, ils deviennent encore peut-être des harceleurs des filles, des bourreaux, des harceleurs des filles. Et malheureusement, des filles peut-être sont consentantes pour que la répétiteur les aide à cacher leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs mauvaises notes, ou alors les filles subissent sans pouvoir avoir le courage de dire à leurs parents. Oui, parce que bon, quand on parle de jeunes élèves et tout, elles sont pas majeures, elles n'ont pas toute la conscience qu'il faut. Voilà, elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font concrètement. Oui, donc, non, je parle même je parle pas des petites filles. Il y en a qui ont déjà 18 ans, 19 ans, mais qui à un moment donné sont consentantes. Parce que bizarrement, papa n'est pas à la maison, maman n'est pas à la maison, et puis l'enfant peut-être commence pas à exprimer un besoin, et papa n'arrive pas à identifier pour essayer de mettre les barrières. Donc le jeune qui est là, qui est peut-être un répétiteur qui vient de la maison, qui devient le confident de la fille, devient en même temps amant de la fille, devient l'amant de la fille. Donc il faut maintenir tout ça, parce qu'à un moment donné, la fille tombe enceinte et n'aura jamais le courage, parce que le deal entre lui et le répétiteur fait qu'elle n'aura jamais le courage de dire à ses parents c'est le répétiteur. Ou c'est peut-être un petit copain qui est aussi là. Donc du coup, l'un dans l'autre, nous avons peut-être démissionné à un moment donné en tant que parents, et puis le désordre est là. Donc la responsabilité des parents est très importante dans les résultats des enfants au plan scolaire. Il faut que tous les parents comprennent que pour la rentrée qui vient, nous devons pouvoir avoir au moins 2 heures par semaine pour les enfants, les encadrer dans les matières dans lesquelles on peut le faire, ou bien trouver un répétiteur. Mais de toute façon, quand même le répétiteur travaille avec l'enfant à la maison, ce n'est pas aussi une fin en soi. Bien sûr. Vous devez être là et surveiller. Parce qu'il y a un an que vous amenez à la maison qui encadre vos enfants, mais qui en réalité ne maîtrise pas grand-chose également. Hein. C'est-à-dire ou soit qui s'exprime très mal en français, et puis donc ça entraîne votre fille ou votre enfant. Et donc j'estime véritablement qu'il faut quand même trouver du temps pour les enfants à la maison. Les samedis matins, si vous n'avez... Parce que malheureusement aussi ici, aujourd'hui, vous voyez, tout le temps, les samedis, on est sur les agores, avec Gobi, Bazin blanc ou Kipi blanc. Quand tout le monde veut être sur toutes les cérémonies, tous les samedis, les femmes vont mettre leur bomba avec les pierres et les entonnoirs sur la tête. Et bizarrement, n'ont pas du temps pour les enfants les samedis. Les dimanches, malheureusement, on est à l'église, ou heureusement. Moi, je suis à l'église les dimanches pratiquement jusqu'à 14h. Et donc, j'estime que, par exemple, et c'est peut-être pareil pour beaucoup d'hommes aussi également, qui n'ont pas le temps d'être avec les enfants les samedis. Les dimanches également ne sont pas là. Et les dimanches soirs, peut-être, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer pour bien commencer la semaine. Ou alors, peut-être, vous avez envie de faire plaisir aux enfants ou à madame. Donc, à un moment donné, vous n'avez pas le temps de discuter avec eux, de surveiller, de prendre les notes, les feuilles pour contrôler tout ça. Il faut que chaque parent, maintenant, se réorganise pour la rentrée prochaine, pour voir dans la semaine combien d'heures je peux disposer, de combien d'heures je peux disposer pour suivre mes enfants, pour voir si c'est lundi soir, si c'est mercredi soir. Et déjà, dimanche soir, regardez, vérifier s'il a appris toutes les leçons. Lundi, mardi, est-ce qu'il a fait des interrogations? Lui rappeler que le professeur peut lui faire des interrogations à tout moment. Au primaire également, et demander à l'enfant, échanger, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Surtout les trucs de primaire, si vous avez été quand même à l'école un peu, c'est pas difficile, on peut comprendre. Donc, j'estime que les parents doivent revoir. En tout cas, nous, parents, nous devons revoir notre copie. Allez, le rôle des parents, donc, pour ce qui concerne la réussite des enfants, la réussite des études des enfants, on y reviendra très prochainement sur ce plateau dans l'actu décalé. En attendant, Laurent Roland, Anthony Kessalon, la une du quotidien Matin Libre, Cré-Cri ce matin, sous-emploi et rouillé vers les concours. Faible taux de chômage, l'arbre qui cache la forêt.
Oui, malheureusement, le sous-emploi aujourd'hui, on a pu dire qu'il y a eu 1 million d'emplois depuis 2016, beaucoup de choses, beaucoup de communication autour, mais au fond, il y a beaucoup de sous-emplois. Un emploi, c'est vrai que même si c'est sous-emploi, c'est un emploi quand même. Oui, Mais au fond, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais au-delà de tout, quand on regarde comment est-ce que les gens sont traités en termes de sous-emploi au Bénin, ça donne à réfléchir. Vous imaginez que quelqu'un doit avoir 25 000 francs dans une cabine, s'asseoir du matin jusqu'au soir, va avoir 25 000 francs, pendant que les réseaux se font de l'argent, des milliards par mois. Et ceux qui tiennent les cabines, qui sont dans les cabines, sont à 25 000 francs. Il y en a même à qui on propose 20 000 francs. Et n'ayant rien, ils sont obligés d'acheter. Ah oui, c'est mieux que rien. Il y a une dame, quand je sors de ma rue, au Carrefour, il y a une dame qui tient une cabine là. J'ai cherché à savoir où elle quitte. Et vous imaginez que tout le matin, elle doit quitter Haïtidji, dans l'avant de l'école Jean Piaget, pour ceux qui connaissent Calavi. Elle doit marcher de Haïtidji pour venir à Pavé-Kérékou, Goudron-Kérékou, tous les matins. Et elle est obligée de se réveiller à 5h36 pour être au poste à 7h00. Elle doit rester là jusqu'à 21h. Et à la fin du mois, elle prend 25 000 francs. Dimanche, elle ne travaille pas, ça c'est vrai. Mais elle doit faire 6 jours sur 7. Mais c'est pour prendre 25 000 francs. Et le soir, quand elle finit, elle doit également marcher pour rentrer. Et ces cas, j'en connais plein dans la vie parce que j'ai l'habitude de chercher à comprendre pour fouiner, pour voir un peu. Et j'ai de la peine que de voir cette chose. C'est vrai qu'on dira, oui, mais écoutez, s'ils ont choisi, non. Mais écoutez, si les gens trouvent mieux, ils vont faire. Mais à la recherche du mieux qu'on ne trouve pas, on est obligé d'accepter. Moi, mon premier emploi dans ce pays, je suis d'accord, je le dis, j'avais déjà un enfant. Et le deuxième enfant, j'attendais ça parce que j'avais des jobs, ça me permettait. Mais après, on me payait 35 000 francs. Et je devais aller à Cotonou tous les jours. Le SMIC d'alors, si je ne m'abuse. Hein. Bon, oui. Oui, le SMIC d'alors. J'étais à 35 000 francs. Et je devais aller à Cotonou tous les matins. Fort heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui me dépannait. Mais c'est de 35 000 francs. C'est vrai que de 35 000 francs aujourd'hui, j'ai été coopté. Bien sûr. Et puis après, j'ai eu des avantages. J'ai été repositionné. On m'a recommandé à des gens. Et puis, Eden TV aussi a pris par là pour que je me retrouve ici. Mais en temps, la multiplication a été faite par 30. Oui, non, entre-temps, oui. Moi, après, je crois que la même personne, après, je travaille toujours avec la personne de façon indirecte aujourd'hui, mais je gagne pratiquement 3 fois, 4 fois ce que je gagnais en 2011 déjà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a des trucs, des boulots pour lesquels, oui, il faut commencer plus bas. Mais il y en a, c'est pas ça, quoi. Ça ne changera pas. Vous allez faire 10 ans là, ça ne changera pas. Et c'est l'exemple des cabines aujourd'hui, ça ne changera pas. Parce que les promoteurs même ne gagnent pas grand-chose. Bon, ce que nous consommons dans les portables là, moi j'ai l'habitude de dire c'est du vent. C'est du vent, c'est pas autre chose. C'est pas que, en dehors du matériel que les réseaux utilisent là, en dehors du matériel qu'ils utilisent, écoutez, c'est du vent qu'ils nous donnent dans le portable. C'est avec ça vous communiquez, vous faites Internet, vous appelez. Donc j'estime qu'à ce niveau, par exemple, on peut revoir. Le gouvernement doit pouvoir travailler pour voir qu'est-ce que les promoteurs de ces cabines-là gagnent. Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter le salaire? Parce que dans un pays où le SMIC est aujourd'hui à 52 000 francs, on ne peut pas continuer à voir des gens prendre 25 000 francs, 20 000 francs, parce que n'ayant pas d'autres issues. J'ai discuté avec quelqu'un qui a la licence et qui bizarrement a cherché. Et c'est voilà aussi les autres réalités. Moi, j'estime que le sous-emploi aujourd'hui, c'est tellement criard, mais malheureusement, les gens vous diront que oui, on a 1 million d'emplois créés depuis 2016. Je ne suis pas contre l'idée de la GDIZ. C'est une belle initiative, une très bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, le coton qui est autrefois transporté, envoyé, exporté, transformé ailleurs, on peut transformer une partie sur place. Et ça crée de la richesse. On voit des entreprises. Ça crée de l'emploi. Ça crée de la richesse de l'emploi. Mais l'emploi, à ce niveau, on a beaucoup à dire. On peut parler de sous-emploi. Je peux parler de sous-emploi. Parce que les gens ne sont pas justement bien payés. Bien traités. Bien traités. Donc, il n'y en a pas mieux qui sont encore en dessous du SMIC. Le dit, ce n'est pas être contre Patrice Talon, le président de la République, mais c'est de les amener à réfléchir davantage pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de ceux qui travaillent. Quand vous allez sur les chantiers, il y en a qui travaillent sur les chantiers où il y a les grands travaux, pratiquement, parfois, ne sont pas bien traités. Et puis après, on se rappelle ce dossier
où des gens ont saisi Eden TV, où on a été, et les gars, on a fait un reportage, où les gens sont venus dire que Eden TV a mal fait de faire le reportage, tout ça là. C'est des choses qu'on dit, parce qu'on dit on a créé de l'emploi, il y a des grands chantiers, d'accord. Mais sur les chantiers, est-ce que nos compatriotes sont très bien payés? C'est des chantiers qui coûtent des milliards. Des milliards. Mais les gros bonnets gagnent les milliards, mais les ouvriers sur le terrain ne gagnent pas grand-chose. On dira qu'on a créé de l'emploi, ce n'est pas faux. Mais dans la création de l'emploi, faisons les choses de sorte que les gens se sentent bien, les gens soient bien traités. Je crois que quand on va commencer par faire ça, ça va améliorer les choses. On ne parlera plus de sous-emploi, mais on ne parlera plus d'emploi précaire, mais on parlera véritablement d'emploi à proprement parler. Le sous-emploi, la précarité de l'emploi et plus loin le chômage qui peuvent conduire, alors je ne sais pas si je fais bien de faire ce lien, mais allons-y quand même, qui peuvent conduire parfois certaines femmes à préférer s'adonner au plus vieux, j'y arrive, métier du monde. Dans la presse, on apprend ce matin que des travailleurs de sexe ont été interpellés à la suite d'une opération de la police républicaine. Oui, certaines femmes vous diront que c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé d'issue qu'elles se sont adonnées à cette pratique, le plus vieux métier du monde, qu'est la prostitution. Il y en a qui vous diront que c'est parce qu'elles ont eu un enfant, 2 enfants et que les papas les ont abandonnés, qu'elles n'ayant pas de choses, elles ont commencé des activités que ça n'a pas marché et qu'elles sont obligées de se tourner vers ça. Il y en a qui vous diront que c'est parce que son mari est décédé et que les parents du mari l'a dépossédé de tous les biens et que c'est pour ça... les parents l'ont dépossédé de tous les biens et que c'est pour ça qu'elle s'est donnée à la prostitution. Mais malheureusement, au-delà de ces arguments, il y en a qui ne veulent faire aucun effort et qui pensent que leur entrejambe est devenue une mine à mettre en valeur pour prendre de l'argent, pour gagner de l'argent. J'ai été peiné de voir la dernière fois, il y a quelques jours, que je quittais Ouedo pour Toba, un peu avant le carrefour à Goua, je crois, ou je ne sais pas, à Sosa, là. Je vois au bord de la voie, à côté de la station, des jeunes filles qui ont pratiquement exhibé leur corps. Je cherche à comprendre en même temps, on me dit oui, que c'est le coin des prostituées. J'ai eu de la peine. Et pour moi qui ai fait un travail sur les prostituées par le passé, j'en connais pratiquement une dizaine. Dans Kavi et à Kodemessol, pas moins d'une dizaine de sites, même jusqu'à une vingtaine de sites. Et je me suis posé la question un jour, qu'est-ce qui peut amener autant de filles à faire ça? Il y en a parmi elles qui ne veulent rien apprendre et qui ne veulent faire aucun effort et qui pensent que ça, c'est une activité qu'on peut faire et avoir de l'argent et c'est fini. Ça, c'est à décourager. Et même celles qui estiment qu'elles ont une raison valable qui les a poussées à ça, il faut les recadrer pour une reconversion. Parce que ce n'est pas une bonne image. Parce que vous voyez des jeunes filles qui, en tout cas, ont l'âge de la majorité aujourd'hui, qui se rendent compte que, bon, les gens font ça facilement, que c'est bon, c'est une activité. Ça donne à ça. Et c'est devenu n'importe quoi, surtout aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, TikTok et autres. Vous voyez, les gens font de la prostitution virtuelle au vu aussi de tout le monde. Et ça ne fait qu'aggraver la chose. Si la police estime qu'il faut les interpeller, il faut les interpeller pour mettre de l'ordre dans cette affaire. Même si c'est un vieux métier du monde et qu'au-delà de tout, dans les grands hôtels, on a cette activité de façon formelle avec des femmes d'une certaine classe dans les grands hôtels. Mais cette prolifération de sites de prostituées, regardez, quand vous quittez, voilà encore un désordre. Vous quittez Calavi, le campus, un peu après le seuil de l'autre côté dans la descente là. Le bâtiment cassé là, à moitié cassé là. Les filles sont pratiquement en slip là. Les soirs, vous passez par là. Vous les voyez là, juste un peu avant Kota. Vous les voyez là, pratiquement en slip. Qui vous, elles, hein, carrément, qui sont là. Oui, mais quand, justement, si vous ralentissez... Cette opération de la police vient pour mettre un terme au racolage. Oui, donc vous ne pouvez pas ralentir. Elles se ruent sur vous comme si vous leur devez quelque chose. Et c'est ce que j'ai vécu après, ce qu'il avait dit à toi, sur la voie. Mais à la peine on s'est arrêté, elles sont chérie, à leur goût. des bêtises, pardon? Peut-être que vous étiez à leur goût. Pardon.
Ben oui, peut-être bien. Non, mais tout ça, c'est des histoires quand vous vous mettez dans ces trucs-là. Parce que beaucoup d'hommes passent par là avec tout ce qu'il y a comme souillure, dépôt spirituel et autres là. Vous emmagasinez, tout ça, ça vous suit. Parce que c'est pas un milieu sain. C'est devenu n'importe quoi. Moi, j'estime que la police n'a qu'à me faire le ménage. Rien que pour ça, je suis d'accord. Hein. Ils n'ont qu'à faire le ménage pour discipliner. Parce que quand on quitte Cotonou pour Kota et qu'on voit ça au bord de la voie, c'est pas bien. Vous le voyez parfois, cigarette en main, en train de fumer. Et quand vous avez des filles qui passent, vous avez votre fille qui avec vous passez là. Et que vous avez peut-être n'avez pas le temps d'encadrer votre fille, quand elle voit des choses comme ça, elle peut s'adonner à ça facilement parce qu'elle estime que oui, c'est l'entrejambe, mais elle n'a pas d'effort à faire, ça gagne. Et ça gagne quoi? Après, c'est des maladies. C'est des maladies, c'est des problèmes pour les familles. J'estime véritablement que la police, oui, pour ça, je ne peux que les encourager. Ils n'ont qu'à faire le job pour nous. Assainir ces milieux-là, dégager. Vous allez à Godomé, ceux de Godomé, pareil. Vous allez à, quand vous appelez petit à petit à Godomé, pareil. Vous les voyez au bord de la voie en train de vous agacer. Vous ne pouvez même pas vous asseoir pour prendre un coca. Automatiquement, elle vous voit là, vous avez même rendez-vous avec quelqu'un de vous. Et ce qui est dramatique parfois, vous vous imaginez, vous avez peut-être rendez-vous avec des gens qui peut-être devant petit à petit, pardon, et pas petit à petit, comme vous appelez, le site, j'ai oublié le nom, l'emblématique buvette du Godomé où les gens de Godomé sont habitués à aller. Et vous, la fin de tout. Non. Le terminal. Quand vous allez là, non pas terminal, pas terminal. C'est okay. Ça, un nom français. Un peu Quand plus ils loin. l'échangeaient pour la boulangerie Saint-Daniel. C'est un nom. En face de. Oui, voilà, c'est un nom de la France, du site de ville de la France, je ne sais pas. Donc, vous imaginez, vous avez même rendez-vous avec quelqu'un, vous attendez là. Vous imaginez quelqu'un proche à vous, vous passe par là, vous voyez debout là. Vous va penser que vous êtes venu chez la prostituée. Mais écoutez. Et après? Et après, c'est une question d'image. Parce que là, ce matin, ce que vous êtes en train de faire, c'est donner non, moi, donner des plans aux uns et aux autres. Non. Dire aux uns et aux autres à quel on doit trouver. Voilà. Non. En fait, les points stratégiques, je les retrouver. Voilà. Non, je donne les points stratégiques. Vous feriez un parfait guide, d'ailleurs, en la matière. Non, j'ai fait un travail sur ça. J'ai fait une investigation sur ça. Oui, donc cela fait de vous un parfait guide. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous prenez les différents sites dont je parle, c'était au bord de la voie. Et parfois, elles n'ont pas de gêne à se mettre dans des tenues, à s'exhiber facilement au bord de la voie. C'est fait à dessein. Autrement, comment elles vous attirent? Ah bon? Le racolage se fait comment si elles ne sont pas habillées de manière sexy? Vous imaginez? Alors, osons dire les choses telles quelles. Elles vendent leur corps. Oui, donc c'est pour ça il faut bien les exhiber. Elles n'ont qu'à rester dans leur coin. Plutôt que de venir rester au bord de la voie pour nous agacer, c'est pas bien. C'est très important. Arrêtez d'agacer, Laurent Roland. Non, pas moi, parce que je ne suis pas quelqu'un à aller. C'est des sites que je connais parce que j'ai fait un travail. Et puis après, comme je me promène beaucoup à chercher à avoir des infos, je tombe parfois sur cette chose. C'est ça. On reste avec la gente féminine Laurent Roland Tonenkes. Matin libre écrit ce matin, allaitement maternel. La femme peut-elle allaiter à tout moment et partout? Un droit méconnu, un test méprisé. Bon, je ne sais pas le test dont parle Matin Libre, mais je sais que oui, la femme qui allaite, est-ce qu'elle doit allaiter partout? Oui, c'est une question d'image parce que pour allaiter un enfant, il faut que la dame essaie de se déshabiller à moitié en sortant ses seins. Donc, du coup, ça peut, comment vous appelez, ça peut toucher les sensibilités. J'étais hier au campus assis devant une dame et j'ai aimé comment elle s'est comportée. C'est vrai que c'est une femme musulmane. Elle fait attention. Elle a mis le hijab sur la tête. Et donc, quand elle voulait allaiter son enfant, elle a demandé à sa fille de lui ouvrir la fermeture par derrière. Et quand la fille, elle a couvert toute la moitié du corps avec le hijab. Et puis elle a mis l'enfant sous le hijab pour allaiter l'enfant. Bon, je crois que c'est bon. Et je crois qu'il y a des femmes pour allaiter les enfants dans le public qui mettent un petit torchon sur les seins et cachent un peu pour tout ça là. Sinon, quand on voit des gens qui sortent les seins n'importe comment pour allaiter les enfants, qui sortent la machine à allaiter, j'ai envie de dire. Ça heurte certaines sensibilités. Bien sûr. Et puis après, vous savez, celle-là, je ne comprends pas. Vous voyez la jeune dame ou la dame cacher les seins, mais puis quand elle veut allaiter, elle oublie qu'elle a toujours caché ses seins et donc elle sort ça, elle brandit ça n'importe comment. J'estime qu'on peut revoir cette image que les gens nous servent gratuitement dans la ville. Bon, ça, maintenant, est-ce qu'on le fait
à tout moment, oui. Pour les amateurs du voyeurisme, c'est pas forcément le même avis. Oui, bon, ça fait le problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'estime que, j'ai toujours dit, il faut vraiment faire attention pour ces trucs-là. Maintenant, à tout moment, si l'enfant a faim, il faut donner les seins à l'enfant, moi, j'estime. Maintenant, le test, je n'ai pas peut-être eu le temps de lire. Je vais chercher à lire le test et on pourra revenir sur ça dans une émission à titre décalé. Pourquoi pas? On en parle pour voir un peu ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut pas corriger. Mais sur déjà l'essentiel, allaiter n'importe où, n'importe comment, il faut que les femmes fassent l'effort de protéger quand même, de couvrir un peu les seins, plutôt que de les sortir n'importe comment, au vu aussi de tout le monde. Bon, on me dira que je suis un homme jaloux, peut-être ou pas, parce que les gens estiment que quand tu dis des trucs comme ça, que tu es un homme jaloux, mais ce n'est pas question de jalousie. On sait que les seins... Encore que est-ce un péché que d'être jaloux? Bon, voilà. Quand on aime, on est jaloux. Je pense qu'il faut assumer. Et on est possessif. Et on assume. Oui, dans une certaine mesure. Bon, moi je le suis, moi je ne le cache pas. Oui, mais dans une certaine mesure quand même. Bon, écoute. Un peu de mesure. Ça dépend de votre mesure. N'abusez pas, Laurent. Ça dépend de votre mesure à vous. Chacun a sa mesure. Mon épouse vous dira que je suis jaloux et possessif, et ça n'engage que moi, j'assume. On reste avec le quotidien Matin Libre, Laurent Roland Dominiquez, et on parle politique à présent. Enfin, politique, diplomatie et même justice, affaires Steve. À Moussou, après les accusations de Lomé, ce qui pourrait finalement advenir, l'incident diplomatique est imminent si Interpol et la fameuse notice rouge, le Togo nous donne une leçon de procédure. Lire l'analyse du juriste Fréjus Atindoglou. Alors oui, l'incident diplomatique, oui, je l'ai dit, si les accusations de Lomé vis-à-vis du Bénin sont justifiées, sont avérées pour dire que Lomé n'avait pas... Informé la partie togolaise. Non, si Lomé n'avait pas été informé et que Lomé n'avait pas été associé. Si Lomé avait été associé et qu'aujourd'hui il se retrouve obligé de se laver les mains et de livrer la partie béninoise, c'est autre chose. Mais si entre-temps Lomé n'était pas du tout informé, c'est déjà un problème et donc ça peut amener un incident diplomatique. Alors en termes de, je crois que le journal parle de, comment vous appelez, il y a un autre titre qu'ils ont mis là, je ne sais pas, c'est pour m'aider. Oui, alors il y a la question de Interpol et de la fameuse notice rouge. Voilà, écoutez, la question de notice rouge de l'Interpol, le Togo fait les choses dans les normes et a montré, parce que je vois qu'il dit que le Togo donne une leçon de procédure. Voilà. Et c'est bien vrai parce qu'en 2018, dans l'affaire KGB, le Bénin a saisi le Togo. Le Togo a interpellé KGB. Et quand vous allez dans le fond, vous cherchez à savoir qui KGB est pour Fort Yacine Bey, vous allez comprendre que le Togo pouvait refuser de livrer KGB à l'époque. Et pourtant, KGB est quand même très proche de la famille présidentielle au Togo et pourtant il avait été livré. Et donc rien que sur cette base, on peut dire que le Bénin peut-être n'aurait pas dû procéder de cette manière en faisant confiance aux autorités togolaises vu la tension qui existait entre les deux pays. Et donc le Togo maintenant pouvait aussi commencer par surveiller les mises en cause et attendre que ces mises en cause fassent l'erreur de se retrouver sur son territoire et de les interpeller et de les mettre en prison. Mais le Togo a préféré envoyer un mandat d'arrêt international en demandant à ce qu'on les interpelle, qu'on les arrête. Et ça, c'est une leçon que le Togo nous donne pour dire, oui, nous voulons pas faire. Et puis le Togo pouvait aussi, dans la même veine, décider de fermer la frontière avec le Bénin automatiquement pour dire, attention, parce qu'en rappelant les policiers à la frontière, après, on ferme la frontière pour dire le Bénin a violé le territoire, violation de l'intégrité territoriale du Togo. Et donc, rien que pour ça, le Togo pouvait se lever et fermer la frontière. Le Togo ne l'a pas fait, et donc c'est à saluer. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, et maintenant, le mandat d'arrêt, est-ce que ça va prospérer? Wait and see, parce que tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les 4 personnes dont on parle ne peuvent plus jamais oser traverser, même d'un centimètre. Tant que le problème n'est pas réglé. Oui. Le problème réglé ou pas, ce n'est pas évident pour eux. Oui, bah après, si le problème est réglé, le mandat d'arrêt peut être suspendu. Oui, mais le mandat d'arrêt peut être suspendu, mais ils doivent pouvoir faire très attention. C'est un conseil qu'il leur donne. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un rebondissement. Donc, ils ne peuvent pas traverser, il a dit, d'un seul centimètre aujourd'hui. S'ils font l'erreur, ils seront interpellés. Et donc, maintenant, est-ce que le Bénin va livrer les personnes dont on parle? Voilà encore un autre sujet qui est sur la table. Et on attend de voir ce qui va se passer. J'estime que les autorités béninoises ont maintenant tout à jouer
pour montrer leur bonne foi également, et aussi en même temps rassurer les autorités togolaises avec lesquelles déjà le Bénin est dans une crise plus ou moins ouverte. Ce n'est pas clairement affiché, mais on sait très bien que entre les deux pays, ça n'allait pas pour autant. Maintenant, cette situation peut contribuer à comment vous appelez, à corser les choses au niveau de la frontière togolaise. Aujourd'hui, ne serait pas surpris que d'ici quelques semaines ou mois, que pour rentrer au Togo en tant que Béninois, il faut justifier de ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez venir, vous voulez faire combien de jours, on va commencer par nous créer des soucis comme ça. Ce n'est pas bon pour notre pays. Donc, c'est aux autorités béninoises de trouver les moyens pour collaborer avec la partie togolaise, pour les rassurer les uns les autres et pour que nous puissions nous côtoyer comme c'est le cas depuis plusieurs années. Merci à vous, Laurent, Roland, Tonei, qui est